Alors bonsoir, Maria Larrea. C'est un plaisir de vous recevoir. Votre roman Les gens de Bilbao naissent euh, où ils veulent. Oui, Les gens de Bilbao naissent où ils veulent aux éditions Grasset, est sorti à la rentrée littéraire. C'est votre premier roman. Et évidemment, il a subjugué beaucoup de lecteurs, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il a extrêmement tourné dans toutes les bonnes librairies et à travers les lecteurs différents. Vous n'étiez peut-être pas préparé à ce succès immense, on en reparlera tout à l'heure. Mais d'abord, on va commencer par le fait que vous êtes cinéaste, vous avez fait une école de cinéma. On en parlera aussi tout à l'heure avec cette petite anecdote sur Arnaud Desplechin. 5 courts-métrages, et vous créez donc en 2007, et c'est peut-être ça le moment important de votre carrière, c'est cette fiction radio qui s'appelle Midinette, avec Catherine Paillet, et vous obtenez le prix du public au Festival d'Angers en 2018. Et c'est Absolument. en effet qui est diffusée sur France Culture, il me semble, c'est peut-être la genèse de votre roman, de votre histoire que vous souhaitiez raconter. Si on va peut-être commencer par ça, on va rentrer dans le vif du sujet d'entrée de jeu avant que vous nous fassiez la bande-annonce du roman et de cette histoire, un petit peu comme au cinéma, mais j'aimerais que vous nous parliez de cette fiction radio, puisque j'ai cru comprendre que vous étiez prédestiné à faire de ce livre-là un film au départ. Absolument. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très impressionnée. Je pensais qu'on allait être quelques-uns. Voilà, donc, non, alors oui, la fiction radiophonique. En fait, je sors diplômée de la FEMIS, mais j'ai 2 enfants et je décide d'écrire un scénario sur mon histoire et sur une histoire familiale qui me tenait à cœur. Et je développe l'idée avec une boîte de production, une productrice qui trouve que l'idée est super. Et plusieurs scénaristes, c'est un peu comme dans On achève bien les chevaux, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, plusieurs scénaristes se sont enchaînés sur le projet et ils sont morts les uns après les autres. Et à la fin, on a eu un scénario qui a été lu au festival Premier Plan d'Angers, qui est un festival uniquement de premier ou deuxième long métrage. Et j'avais eu la chance d'être sélectionnée pour faire une lecture publique de ce scénario. Et il y avait un prix du public, justement. On était 4 scénarios à être lus. Il avait été lu par plusieurs acteurs et actrices, notamment une actrice de Pedro Almodovar, Assunta Serna, Anna Girardot, Jean-Luc Vincent, pour ne citer que. Et le film, comme ça, a failli se faire. Il gagne ce prix et pourtant le financement s'effondre. Mais alors que le financement se casse la gueule et que le film voilà, reste dans un cul-de-sac, la fiction radiophonique existe, Midinette, et elle est comme ça et je la partage sur les réseaux. Et un jour, une amie à moi, qui est femme de scénariste et professeure de français agrégé, me téléphone et elle me dit tu t'es trompée. Tu t'es trompée. Ça ne peut pas être un film parce que c'est beaucoup trop romanesque. Ton histoire est romanesque. En fait, on va raccrocher. Tu vas t'inscrire à un atelier d'écriture et tu vas écrire un roman. Et c'est une femme qui a beaucoup d'autorité. Et elle l'a eu sur moi, en tout cas, avec son statut de prof de français, même à 40 ans. J'ai senti comme si c'était un DST. Donc, je suis partie tout de suite après avoir raccroché. J'ai googlisé atelier d'écriture. Je me suis inscrite au premier atelier que je trouvais comme ça dans mon quartier. Et c'est comme ça que j'ai démarré l'écriture du manuscrit il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Maintenant, avec la publication, les mois, le temps s'allonge comme ça. Et, euh, et quand j'ai débuté l'écriture avec les 2 premiers chapitres du livre, j'ai compris tout de suite que c'était le bon médium, que en fait la littérature était le bon terreau pour raconter cette histoire et, et, et qu'elle avait raison, qu'en fait elle a fait cette phrase qui a changé ma vie. Ton histoire est romanesque, c'est un roman, lâche l'affaire avec le cinéma. Enfin, lâche l'affaire avec le film, avec ce film-là. Voilà. Et comment vous différenciez justement un scénario d'un roman, ou en tout cas les fils conducteurs, comment vous les séparez? Est-ce que le scénario ressemblait au roman, ou au contraire, tout Hmm. était... Non, la meilleure chose que j'ai faite pour ce roman, ça a été de jeter mon scénario à la poubelle
Ah oui. d'une part. J'ai vraiment, en fait, une fois qu'il a fallu démarrer le manuscrit, j'ai tout repensé. J'ai vraiment tout bazardé. Il y a quelques scènes, des impondérables comme le tarot, des moments comme ça. Il y a 2-3 jalons dans le roman qui sont identiques au scénario, mais c'est à peine, à peine. Et surtout, l'écriture de scénario, c'est une écriture très codifiée. Un scénario ne fait pas beaucoup plus de 100 pages. L'écriture du scénario est au présent. C'est un code obligatoire. Au bout de 15 pages, il faut qu'un enjeu soit lancé. On a 3 actes, des arches narratives et tout ça. Et un scénario, surtout, il y a beaucoup de collaborateurs et beaucoup de gens donnent leur avis. Donc, c'est une sorte de fausse solitude. C'est un texte qui est un outil, en fait, un outil de travail pour un tournage, un outil de travail pour un casting, pour faire un film. C'est pas un objet en soi abouti qui n'a que vocation d'être lu. Et là est la différence du roman. Quand j'ai commencé le manuscrit, je me suis dit waouh, je peux utiliser l'imparfait, le passé simple, je peux écrire un truc avec un budget. Je n'ai pas de limite, en fait. Pas de limite à me dire ah non, mais si je veux tourner avec des enfants, il va falloir qu'on contacte la DAS, on peut avoir qu'une heure de tournage par enfant. Alors, des accouchements avec des nouveau-nés, là, ça, alors, très très cher. Et là, dans mon roman, il y a 4 accouchements, une césarienne, 3 voix basses. Donc, c'était voilà, l'écriture, la littérature, c'était open bar, quoi. Et Voilà. pourtant, malgré cette dichotomie, on sent quand même dans ce roman-là, c'est extrêmement visuel, c'est extrêmement olfactif. Il y a quand même chez vous cette faculté à rendre cinématographique la littérature. C'est évident, vous incorporez aussi des scènes, la scène avec Arnaud Desplechin, elle est cinématographique aussi. On Je a l'ai écrite comme un scénario. Je l'ai exactement, vraiment écrite exactement. avec les codes de mise en page du scénario. Et donc justement, ces liens-là, est-ce qu'ils vous ont aidé ou au contraire, est-ce qu'ils vous ont plutôt mis en difficulté lorsque vous avez écrit le roman? Est-ce que c'était comment dire, un plus ou au contraire un inconvénient d'avoir cette casquette de réalisatrice? Excusez-moi. Non, en fait, j'ai pas essayé d'écrire de façon cinématographique ou essayé de m'en éloigner. Pas du tout. Après, je pense que ça s'impose, vu que c'est une façon d'écrire que j'avais depuis quelques années, où il faut rapidement rentrer dans les scènes, rapidement dépeindre un lieu. On n'a pas le temps des descriptions. Ce qui fait roman, ce sont les descriptions. Les 15 pages qui décrivent Saumur dans Eugénie Grandet de Balzac. Là, on est dans le roman. On peut s'attarder et tout ça. On ne peut pas faire des descriptions de 15 pages dans un scénario, à moins d'être Tarkovsky. Et maintenant, ça ne se fait plus du tout. Et Ça les se vendrait producteurs, moins. Ça se vendrait moins. voilà. Ouais. Voilà. Et donc, je n'ai pas du tout pensé à essayer d'instaurer, j'ai pas pensé cinéma en écrivant, mais ça s'est imposé, c'est naturel, c'est venu naturellement. Alors, si vous deviez faire justement la bande-annonce de ce livre, mais surtout de cette histoire, puisqu'au final, euh, on en parlera après sur cette séparation de genre entre autofiction, réalité, fiction, on en parlera évidemment après, mais même si ce n'est pas forcément très important, puisque le livre est de très grande qualité, mais quand même, vous assumez totalement le fait et vous le mettez dans le roman que c'est votre histoire et qu'il Oui. n'y a aucun faux semblant par rapport à ça. Mais cette bande-annonce de cette histoire, est-ce que vous pourriez nous la résumer et potentiellement avec avec certaines images cinématographiques peut-être. Est-ce que vous aviez pensé au moment du film à des scènes marquantes qui pourraient faire la bande-annonce de ce film-là? Mais en fait, j'ai même tourné avant d'avoir la lecture à Angers. J'avais fait partie d'un programme qui s'appelle Émergence et j'avais tourné 2 séquences. J'avais participé à un concours et on pouvait tourner 2 séquences de nos longs métrages dans des conditions et comme ça pour essayer d'avoir plus de financement, etc. Et les 2 séquences que j'avais tournées, c'était la scène du tarot et la séquence du tirage de cartes et la séquence qui suit de la révélation. La séquence de confrontation entre le personnage de Maria et le personnage de Victoria. Et après, là, ça spoilerait trop, on ne pourrait pas le mettre dans la bande-annonce. Alors, D'ailleurs, je ne sais pas très bien, est-ce alors, qu'on certes, dit gâche ou pas?
Alors, non, on ne divulgage pas parce D'accord. il y en a certains qui l'ont lu, d'autres non, mais surtout, ça va Ok. passer en podcast et en replay, et bon, beaucoup ne l'auront pas lu. Donc, Ok. on divulgage jusqu'à potentiellement la Bravo. révélation, en tout cas un tout petit peu avant la révélation de Ok. Victoria. Voilà. OK? Donc, alors, la bande-annonce, bah, quand je faisais la présentation du roman, euh, alors le livre commence par 2 naissances et 2 abandons dans l'Espagne franquiste, post-guerre, dans les années 40, dans un petit village en Galice, alors qu'une femme est en train de battre un poulpe en mois de janvier dans un froid et une humidité terrible. Elle est en même temps en train d'accoucher et elle se rend compte qu'elle est en train d'avoir une petite fille et cette petite fille, elle n'en veut pas. Donc, elle va la confier au couvent voisin, Santa Catalina, et cet enfant, c'est Victoria. À quelques kilomètres de là, toujours dans les années 40, mais à Bilbao, au Pays Basque espagnol, une autre naissance a lieu. C'est Josefa, une prostituée obèse, qui met au monde un petit garçon et qui est probablement le fils d'un de ses clients réguliers. Et ce petit garçon, elle n'en veut pas non plus. Donc, elle va le confier à une institution jésuite qui s'appelle la Miséricorde. Et ce petit garçon, c'est Julian. Julian et Victoria, nos 2 orphelins, vont se rencontrer quelques années plus tard dans la ville du Ferrol, qui est la ville où est né Franco d'ailleurs, une petite ville où il y a un arsenal militaire en Galice. Et ils vont tomber fous amoureux l'un de l'autre. Et tous les deux, ils vont croire à un avenir meilleur en étant ensemble, en étant amoureux. Et un ami va leur faire miroiter la France, le travail, le 16e arrondissement, l'avenue Foch, du travail, voilà, de gardiens, de concierges, de femmes de ménage, de menuisiers, de maçons. On a besoin de mains, quoi. Parce qu'ils sont très, très pauvres et ils vont rêver à cette nouvelle vie, à cet ailleurs. Et ils vont immigrer en France dans le Paris des années 70. Ils vont se prendre en photo au pied de l'Arc de Triomphe en pensant à leur nouvelle vie. Mais voilà, Julian sera gardien d'un théâtre, Victoria, femme de ménage, et Julian et Victoria vont fonder une famille. Ils vont avoir la petite Maria qui va voilà, grandir avec des parents immigrés, illettrés, dans les beaux quartiers de Paris, mais en étant voilà, fille de prolo. Et elle va grandir dans un théâtre où son père est gardien. Et elle va grandir avec les fantômes du théâtre, Sacha Guitry, Pierre Freinet. C'est un théâtre de boulevard comme ça, à l'italienne. Et, mais cette petite Maria va avoir une enfance un peu rock'n'roll, un peu borderline. Et, et elle va malgré tout fonder une famille, mais elle sent qu'il y a quelque chose de bancal qui reste en elle. Et c'est ce qui va l'amener à consulter une tarologue qui va renverser le cours de son existence. Et je ne le sais que trop bien parce que cette Maria dont je vous parle, c'est moi. Et Victoria et Julian, ces personnages de romans que je vous ai dépeints au début voilà, de cette bande-annonce, sont des personnages inspirés de mes parents. Voilà. Et à partir de ce tarot, il y aura une enquête contemporaine qui va partir de Paris, qui va retraverser l'Espagne, qui va aller à Bilbao et qui va boxer un secret de famille. Et tout ça accompagné de la musique des Daft Punk, de Jean Marais. Vous allez y croiser des flics, de pacotille, un détective privé, manger de la tortilla dans des cafétérias. On mange beaucoup dans mon roman. Je trouve que j'ai une vraie obsession pour la nourriture. Et, euh, et voilà. Et après, je dis plus rien. Non, on ne dit plus rien, on ne dit plus rien. Par rapport justement à cette fiction que vous avez créée, puisqu'il est inscrit roman sur le livre, comment s'est matérialisée l'idée d'en faire véritablement un roman et non une autofiction, parce que vous vous dévoilez totalement en épargnant, entre guillemets, personne par rapport à votre environnement. Euh, Comment ça s'est non seulement matérialisé, mais est-ce que ça vous a... euh, est-ce que c'était une nécessité pour vous de raconter cette histoire? Est-ce qu'au contraire, il fallait vous décharger totalement? En réalité, quelles émotions vous avez traversées tout au long de cette histoire-là, de cette écriture-là? Est-ce que vous avez souffert au moment de l'écriture? Est-ce qu'au contraire, pas du tout? Non, non, pas du tout. Il n'y a aucune souffrance d'écriture. Au contraire, contrairement au scénario qui était beaucoup plus douloureux, justement, dans le travail de création et en même temps
voilà, de chemin de fer d'écriture qui est très important. Là, la liberté que m'offrait la fiction, même si je racontais des choses extrêmement voilà, dures, âpres, crues, ce que m'offrait la littérature était très réjouissant. J'ai écrit dans un vrai sentiment de bonheur physique, physiologique. J'ai tout de suite compris que c'était le bon moyen pour raconter cette histoire qui était très nécessaire pour moi parce que je voulais reprendre le pouvoir sur ce qu'on m'avait raconté de ma vie, de mon existence, ce que je savais le peu que je savais de la vie de mes parents, Julian et Victoria, de leur exil, de leur vie d'avant en Espagne, qui était une vie cachée, de silence. Donc, justement, c'était une prise de pouvoir très heureuse dans la nécessité viscérale et organique de raconter cette histoire, qui pouvait être, elle, douloureuse, qui vient d'une blessure, mais pourtant, c'était très joyeux comme travail. Parce qu'en effet, il y a quand même beaucoup de passages extrêmement difficiles, douloureux, mais vous arrivez à en faire quelque chose, on va pas dire de lumineux, mais presque. On a l'impression que vous arrivez à sublimer le côté sombre de chaque histoire, et en même temps, vous le faites grâce au rythme. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, dans un scénario, on n'a pas le temps, mais en effet, j'ai trouvé aussi que vous alliez très vite, justement dans le rythme, avec un rythme extrêmement enlevé, extrêmement rapide, avec des punchlines. Il y a beaucoup d'humour aussi. On ne le dit pas souvent, mais en tout cas, dans les commentaires que j'ai lus, l'humour n'est pas forcément ciblé. Et c'est dommage parce que il y a quand même beaucoup de sarcasme et beaucoup d'humour piquant sur un petit peu tout le monde. Euh, mais je trouve que c'est grâce au rythme que vous arrivez à nous emporter totalement avec un suspense, certes, mais ce n'est pas le suspense qui fait le grand roman. J'ai eu l'impression que ce rythme-là, il était cinématographique, même si vous pensez, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas fait consciemment en tout cas, mais il y a quand même des éléments qui nous font penser à une grande bande-annonce, à une longue bande-annonce. De 220 pages. C'est ça. Euh, non, après, sur le rythme, je pense que ça vient aussi... l'écriture, c'est musical. Il y a quelque chose... je le disais aussi, j'ai un passé de DJ. J'ai été DJ dans ma jeunesse. Et il y a quelque chose de... Je pensais aussi au plaisir... Enfin, il fallait que je me fasse plaisir quand j'écrivais. J'avais envie d'aimer ce que j'écrivais. Et c'est un peu comme quand on passe des disques. On passe les disques qu'on aime parce on veut partager le morceau qu'on aime avec les gens qui sont sur la piste de danse. Et surtout, il faut les faire danser. Et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on va enchaîner comme morceau? Ok, on va mettre un Whitney Houston. Non, là, machin. Est-ce qu'on met les Daft? Qu'est-ce qu'on met pour que les gens fassent la fête, soient heureux et machin? Et je pense que il y a un peu de ça dans l'écriture sur l'enchaînement des chapitres, sur est-ce qu'on va retourner avec Julian ou Victoria, Maria, Espagne, qui m'a permis aussi, m'a libérée de la contrainte de la chronologie, parce que voilà, le livre n'est pas linéaire. Et voilà, donc je voulais avoir du plaisir et j'aime bien justement le point, le contrepoint, les œuvres cinématographiques comme Kill Bill, où on peut avoir une partie dessin animé, du noir et blanc, de la couleur, être tout d'un coup dans un film de sabre japonais, et ensuite dans un film noir. Et voilà. Donc, c'est ça aussi qui nourrit peut-être ce côté un peu éclaté et lapidaire que je peux avoir dans le travail que j'ai fait dans Bilbao. Est-ce qu'il a été écrit d'ailleurs, ce roman, sous néocodion ou pas? Non, j'ai plus de néocodion, c'est fini. Non, non, il a été écrit avec beaucoup de thé, de café, parce que j'ai écrit dans des cafés, j'ai écrit dans des bibliothèques, et voilà. Et j'ai beaucoup grignoté, mais pas de néocodion, promis, promis, parole de scout. Très bien, très bien. C'est aussi un roman sur le racisme, parce il y a des passages sur le racisme, sur l'immigration espagnole aussi, et ils sont rares, les romans qui parlent de cette difficulté à être immigré dans un pays, et notamment dans ces pays-là, les pays hispaniques. Euh, le couple d'immigrés espagnols, il y a un gardien de théâtre qui est basque, nationaliste et aficionados de l'ETA. Et là, ça n'a rien à voir avec E.T.A. Hoffmann, pour le coup. Et une femme de ménage. Euh, c'est quand même difficile lorsque
on n'a pas forcément accès à des métiers, comment dire, des métiers qui sont déjà intégrés au système français de manière bourgeoise ou en tout cas de manière intellectuelle, des métiers plus intellectuels. Comment vous avez travaillé cette matière-là qui était plutôt, on peut l'appeler touchy, puisque vous prenez quand même parti pour, justement, contre ce racisme-là que vous avez sûrement vécu, puisque vous dites à un moment donné que votre prénom est souvent associé au même prénom qu'une femme de ménage. Maria est souvent associée donc euh, aux femmes de ménage comment dire, de vos collègues. Oui, c'était important justement de raconter voilà, la vie de ces immigrés un peu invisibles, silencieux, qui font les poubelles, qui nettoient chez les patrons, qui nettoient dans les bureaux, qui nettoient les écoles, qui servent à la cantine, qui ouvrent et ferment des portes, des théâtres et tout ça. J'avais vraiment envie de raconter. Je l'avais peu vu ou peu lu. Enfin, je sais même pas si j'ai lu quelque chose sur des femmes de ménage espagnoles. Après, voilà, il y a Les femmes du 6e étage de Philippe Leguet, mais c'était pas un film de l'intérieur. Et j'avais envie de raconter de l'intérieur cette vie-là où on dit rien, on râle pas, il y a pas de, il y a tout, même la souffrance est silencieuse. On ferme sa gueule et on avance, quoi. Donc, je l'ai fait comme ça, des personnages un peu... le personnage de Victoria, souvent, j'ai l'impression d'en avoir fait un peu comme un chromo catholique, comme c'est Sainte Rita, Sainte Thérèse qui a... Vous voyez ces petites images où il y a des prières derrière, ces femmes martyrs très belles, comme ça, de créer cette femme qui est femme de ménage, mais qui est très belle, quoi, mais qui souffre en silence. Parce qu'elle pense que c'est son destin. J'ai trouvé aussi que vos personnages féminins étaient tous habités par une sorte de mal-être, un côté bancal en fait, comme si elles devaient remplir le vide qu'elles avaient créé ou qu'elles s'étaient fait créer, ou en tout cas qu'on leur avait imposé. J'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment des personnages féminins très, pas fragiles, mais en tout cas des personnages féminins qui avaient besoin d'exister. Alors, je pense que c'est marrant que vous disiez ça. Il y a quelque chose de juste là-dedans. Je pense que donc, les personnages féminins, que ce soit Dolores, Josefa, Victoria, sont des femmes qui sont nées en pleine dictature, enfin pendant la guerre civile et ensuite pendant la dictature, sont des femmes qui étaient des objets, des femmes qui n'avaient pas la parole, qui n'avaient le droit à rien, et qui vivaient dans un système patriarcal incroyable, et justement, je pense que j'ai voulu leur donner une place de sujet et non pas d'objet dans mon livre. Elles sont le sujet de ma quête littéraire, pour comprendre. Je pensais en écrivant ces personnages-là justement que j'allais comprendre ce pays-là et ce qu'elles avaient vécu, parce que ce que je dis souvent, cette période-là de l'histoire, vu que j'ai grandi en France, je la connais très mal. C'est quelques minutes de cours d'histoire géo au lycée, peut-être, l'Espagne du XXe siècle. Et c'est à travers, je pense, leurs histoires intimes et leurs combats et leurs désillusions que je pouvais peut-être, moi, m'approcher un petit peu de ce qu'était la vie de ces femmes-là pendant la dictature. Et j'aimerais savoir justement par rapport à, vous dites que vous ne saviez rien de cette période-là, en tout cas de cette, voilà, comment dire, de ces relents. Mais j'aimerais savoir et connaître vos matériaux de recherche, comment vous avez travaillé sur le tissu familial. Est-ce qu'il s'agit de témoignages uniquement, d'histoires de famille? Comment vous avez construit ce fil, ce tissu? Alors, on le sait évidemment dans le roman, mais en tout cas, j'aimerais connaître aussi la façon de lier cela à l'écriture et comment vous, à partir d'un fait, qu'est-ce que vous en faisiez derrière? Est-ce que vous faisiez un filtre, une sorte de tamis avec ce qui était romanesque ou s'il ne l'était pas selon vous? Comment vous faisiez ce filtre-là? Alors, pour les recherches très intimes, j'ai posé aucune question pendant l'écriture.
Pendant l'écriture, au contraire, j'ai vraiment créé une sorte de bulle où où je voulais juste convoquer, je voulais justement travailler la fiction. J'avais quelques éléments, des éléments de date, des éléments géographiques, l'élément de la prostitution pour Josépha, mais j'en savais pas plus que ça. La plupart des gens sont morts. Julian est décédé, Josépha aussi, Dolores aussi, sont des gens que j'ai très, 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 très peu connus. Mais j'avais comme ça quelques éléments, et c'est à partir de ces éléments que j'avais que j'ai convoqué et que j'ai créé. Et, et parfois, je suis certaine que dans les scènes qui me paraissent, dans les moments, les chapitres où j'ai l'impression d'être le plus dans la fiction, je me suis le plus approchée de la réalité. Mais voilà, après, c'était de l'ordre de la création, de la convocation et même de l'exorcisme, de se dire OK, j'ai ça, et je sais que Victoria est née en janvier 47 en Galice, dans un petit village de pêcheurs, que sa mère s'appelait Dolores, qu'en Galice, la seule fois où je l'ai vue, elle battait un poulpe, et que Victoria a été abandonnée à la naissance au couvent voisin. Donc j'ai ça. Et à partir de là, arrive ce premier chapitre où je tisse l'accouchement avec ce poulpe, parce que voilà, je voulais que ce soit une scène d'entrée très violente et qui nous mette direct au cœur du sujet du film, qui est la maternité, la mise au monde et la place. Par rapport à ces scènes, parce qu'elles sont toujours très marquantes, et celle du poulpe évidemment l'est. Comment vous construisez autour de ces scènes? C'est la scène, en tout cas celle que vous avez en tête, qui démarre l'écriture, ou au contraire c'est uniquement par rapport à ce tissu de personnages, à ces éléments factuels, spatio-temporels? Comment vous démarrez le premier jet? Comment vous avez démarré le premier jet à chaque fois de chaque personnage, notamment pour construire autour? Mais ce qui me fait démarrer, c'est une phrase, les trois orphelins d'une même nation. C'est la phrase qui est au chapitre 27 qui me fait me dire comment je vais structurer le livre. Je me dis, OK, il faut que je tricote Julian, Victoria et Maria. Maintenant, à moi de voir comment je vais les insérer euh, pour, euh, pour donner aussi, comme le petit pousset, des petits indices au fur et à mesure sur cette question, sur la filiation, parce que la filiation est questionnante tout au long du livre, et sur cette question de qu'est-ce que la famille. Et donc, à partir de là, c'est là où je me dis, je vais aller dans tel ou tel personnage. Et les 4-5 premiers chapitres, je les ai écrits sans structurer la suite. Je les ai un peu écrits, comme on dit, en profession de foi. Je me suis jetée dans la mer. Et j'ai écrit comme ça sans vraiment réfléchir, en essayant juste d'être au plus proche du désir de raconter l'histoire, donc d'être dans ce moteur. Genre, j'ai envie de raconter l'histoire de Julian et Victoria, et j'ai envie de leur donner un écrin et de montrer à quel point, non, ce ne sont pas des invisibles, ce sont des personnages dignes d'un film de Vittorio De Sica, d'un film néoréaliste italien, ou d'un roman de Charles Dickens. Et donc, voilà, les premiers chapitres étaient comme ça, très libres et jetés. Et c'est au bout de 4-5 chapitres que je me suis dit, oulala, attends, il faut que j'ai une structure. Et c'est là un peu où le cinéma m'a aidé. J'ai travaillé la suite du roman comme un séquencier, et j'ai écrit jusqu'à presque la fin du livre tous les chapitres, avec des cours résumés de ce qui devait se passer, pour avoir une vision d'ensemble sur comment j'allais traverser les périodes, et pour arriver jusqu'au mi-temps du livre, où il y a vraiment un changement de tempo, et où il y a une grosse révélation, un plot twist, comme on dit chez nous, et dans le ciné. Et voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé la structure. Très bien. Et donc oui, on l'a dit, on l'a évoqué, il y a vraiment une structure qui est différente, avec donc des doubles narratifs. Il y a quand même une nouvelle voix française qui démarre. Vous avez apporté à la littérature, je trouve, un style différent, une manière de construire un roman, récit, peu importe comment on l'appelle, mais euh, il y a quand même quelque chose de neuf qui réveille un petit peu les papilles des lecteurs, et c'est pas pour rien que vous avez ce succès-là.
Mais j'aimerais qu'on parle de cette scène du tarologue, parce que je ne pensais pas qu'un jour je verrais Jodorowsky dans un roman de Maria Larrea. Euh, donc, cette scène-là, sans en dévoiler évidemment le contenu, même si ça se dit partout, dans tous les médias, cette scène-là est quasiment dévoilée. Elle est, en tout cas, un élément est dévoilé. Euh, mais on peut s'arrêter juste à cette scène-là. Comment vous décidez à 27 ans d'aller voir cette tarologue? Alors, dans la vraie vie, la vraie Alors, question non, dans le roman, dans le roman. on va le dire dans le roman. Alors, dans le roman, le double de la narratrice, en fait, Jodorowsky arrive par la littérature, parce que Alejandro Jodorowsky est un romancier, metteur en scène de théâtre, scénariste de bande dessinée, réalisateur, et un grand pape du tarot mondial. Il est très, très respecté. Il a écrit aussi des livres sur le tarot, sur la lecture du tarot. Il a réédité le tarot de Marseille avec Philippe Camoin, en essayant justement de s'approcher du tarot de Marseille original qui aurait été déstructuré au fil des siècles. Et donc, j'arrive à Jodorowsky par la littérature, par L'Enfant du jeudi noir, qui est édité chez Métayer et qui est un roman justement sur sa généalogie, sur ses ancêtres, comment ils ont fui la Lituanie et ils sont allés en Amérique latine et où ils ont ouvert une petite épicerie. Voilà. Et c'est quelque chose de très baroque, on se croirait chez Fellini, c'est vraiment c'est picaresque, c'est grandiose comme ça, et c'était sa volonté à lui. C'est par là que j'arrive à Jodorowsky, et ensuite, il tirait les cartes tous les mercredis dans un bar, avec un tirage au sort, et c'était des tirages qui étaient publics, et chacune de ses interprétations de tarot était incroyable, tout le monde était scotché, il était très très fort. Chaque consultant repartait bouleversé avec des actes psychomagiques à faire. Donc, c'était très créatif. C'était un tarot très créatif avec beaucoup d'humour aussi, où il disait toujours « Je t'économise 10 ans de psychanalyse » en donnant des actes psychomagiques à ses consultants. Et tout le monde veut économiser 10 ans de psychanalyse parfois, je crois, non? Et voilà, je vois des têtes qui font. Et donc, voilà, passion pour Jodorowsky, mais après, Jodorowsky, c'est que le mercredi, il faut être tiré au sort, et c'est ça qui amène au tirage chez la tarologue, qui est une élève de Jodorowsky, et parce que voilà, il y a une appétence de la narratrice pour tout ce qui est mystique, ésotérique, et parce qu'elle sent, elle sent qu'elle a un caillou dans la chaussure et qu'elle a envie elle est très angoissée, inquiète de la vie, et elle veut savoir. Elle ne sait pas ce qu'elle veut savoir, mais elle sait qu'il y a quelque chose à débusquer. Et elle n'a pas tort. Ok. Et donc, elle vous fait deux révélations dont on ne dira rien. N'espérez pas, non, on ne dira rien. Julie, c'est à toi. Alors, il faut juste activer le micro, Julie, en bas à gauche, et ça devrait être bon. C'est Vous bon. m'entendez? C'est bon. Bonsoir, bonsoir Maria. Je vous ai vu dans la grande librairie en fait. Si on a le droit de faire un peu de pub, je sais pas. Bien sûr. Et donc effectivement, moi, ce qui m'a le plus interpellée, c'est cette notion de place. Quand vous avez évoqué le fait que partout où vous étiez, vous n'étiez jamais, enfin, vous ne vous sentiez jamais à votre place. Et là, vous parliez du caillou dans la chaussure. Et je voulais savoir comment ça se manifestait chez vous intérieurement ou pas, cette sensation de ne jamais être à sa place. Parce que honnêtement, j'ai la même très souvent. Donc, ça résonne beaucoup en moi, en fait. Donc, c'est pour ça que ça m'interpelle. Voilà. Alors, merci. La question de la place, en tout cas, telle que j'ai essayé de la travailler dans le manuscrit, dans le roman, c'était d'essayer de décrire tous les décalages, en fait. La question de la place et dans les décalages entre les quartiers, la langue, le français, l'espagnol, un appartement de fonction, mais qui est au fin fond d'un théâtre, les copines qui se battent dans la cour de récré pour dire qui est la plus pauvre, alors que ce sont de jeunes
jeunes filles de bonne famille du 1er arrondissement de Paris, et avec la fille de la femme de ménage qui est là, mais non, mais c'est moi, je suis plus pauvre que toi, t'es con, quoi. Donc, c'est dans ce genre de scène, en tout cas de moments, que j'ai essayé de montrer ce décalage de la place, et aussi après aussi par rapport aux parents, à être en photo partout et pourtant à se dire que ces photos ont l'air un peu, on dirait des photos dignes de Paris Match ou du Nouveau Détective. Je disais, j'ai écrit un moment, j'avais l'apparence d'une disparue. Donc il y a quelque chose comme ça sur la présence et la disparition dans le personnage qui est là, mais ne se sent pas vraiment là, ne se sent pas D'accord. réel. C'est, oui, je pense que c'est ça, c'est la question de l'incarnation. Oui, et puis la question aussi souvent, peut-être, je ne sais pas hein, pour vous, mais d'être dans un lieu et avec des gens et de ne pas forcément être à 100% présent dans cet événement, quoi. Je ne sais pas s'il y a de ça, mais... Dans le livre? Non, en général, En par rapport à... général? Ouais. Oui, mais ça, je pense que c'est quelque chose, je suis persuadée que tous les gens qui sont dans leur petit carré ont tous ressenti ça. Tous. C'est un truc, je Je pense, sais c'est pas. universel. Si. D'accord. C'est méga universel, le truc d'être dans un endroit et de ne pas avoir l'impression d'être totalement là. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir les livres pour ça, non? Oui, aussi. Merci beaucoup, en tout cas. À vous, merci. Julie, c'est ça? Merci. Oui. J'aimerais qu'on parle du travail d'édition avec Chloé Deschamps, qui est votre éditrice. Quand c'est un premier roman, et j'imagine que vous avez été soutenu par Chloé Deschamps, j'imagine, comment s'est effectué ce travail-là avec, entre guillemets, la mayonnaise interne, c'est-à-dire comment vous vous êtes organisé avec elle pour définir ce que vous alliez en faire, puisque vous aviez, j'imagine, déjà une première version, mais ensuite, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de la narration? Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des personnages pour en tirer peut-être un peu plus vers le haut? L'autre, comment s'est passée cette relation-là? Alors, ça a été une relation idyllique. J'adore mon éditrice Chloé Deschamps, qui est une femme merveilleuse et qui a tout de suite compris le projet du livre et qui l'a accompagné comme une passionnariat, vraiment. Elle m'a fait me sentir à ma place, parce que justement, on parlait de place. Elle m'a tout de suite considérée comme une romancière, et c'est dans son regard extrêmement bienveillant et très énergique que j'ai pu faire le travail d'editing. En fait, mais après, il y a des circonstances un peu particulières. C'est que quand elle a reçu mon manuscrit au mois de février, et on a signé en mars pour sortir le 17 août. Donc, ça a été un travail d'editing. On a fait en 3 semaines ce qui se fait en 3 mois. Donc, ça a été un travail de waouh, de Flash Gordon. On s'envoyait les corrections. Voilà, elle a imprimé le texte et elle a mis toutes ses notes, tous ses commentaires. Après, sur la structure, rien n'a changé. C'était au cœur des chapitres, au cœur des paragraphes, que voilà, elle me disait ici, peut-être il faut développer un peu plus, des choses comme ça. Et j'ai rajouté des chapitres parce que la vie a fait qu'il s'est passé des choses dans la réalité dont j'ai eu besoin de tout de suite les transformer et les mettre dans le roman par rapport à l'histoire. C'était important. Et voilà, avec Chloé, ça a été, je vous dis, un travail express, Mire Express d'édition, mais elle était tellement convaincue par le texte et tellement aimante qu'on l'a fait et on s'est dépassé, quoi. Voilà. Ça s'est senti. Ça s'est senti. Flo, c'est à toi. Il faut activer le micro en bas à gauche. Et oui, en bas à gauche. Voilà, c'est bon. Merci, merci. Bonsoir Maria. Alors moi, ce livre, ça a été un énormissime coup de cœur. Voilà, il m'a parlé pour plein de raisons, parce que moi, je suis d'origine espagnole, et ce sentiment
d'immigrés, alors que je n'ai pas connu moi dans ma génération, mais mes grands-parents l'ont connu, et on oublie trop souvent que l'immigration, il y a quelques années, elle ne venait pas de très loin finalement, et finalement le sentiment de rejet était déjà là. Alors moi, ce qui m'a marqué aussi dans votre roman, c'est vraiment le tourbillon d'émotions qu'il dégage. On y sent, il y a la honte, il y a justement de ce statut, il y a la colère, il y a, enfin, vraiment, il y a vraiment un torrent d'émotions. Et moi, je voulais savoir si ce roman vous avait aidé à trouver l'apaisement finalement, ou si vous l'aviez déjà trouvé avant, parce que justement, à la fin, on sent justement beaucoup de paix, justement, et d'apaisement. Merci pour tout ce que vous dites déjà, merci. Et alors de l'apaisement, en tout cas de la joie, c'est sûr que le fait d'avoir un manuscrit publié déjà, c'est très joyeux. Et d'autre part, pour ceux qui ont lu, et même pour ceux qui n'ont pas lu, je veux dire, il y a une résolution. Donc, quand quelque chose se résout, on peut passer à autre chose, comme on dit. Donc, en effet, je pense qu'il y a un momentum là avec le livre qui a, voilà, j'ai capturé mon histoire, elle est là, l'histoire de Victoria et Julian, et c'est une prise de pouvoir qui est rewarding, comment on dirait en français, voilà. Et récompensante. Ouais, récompensante, oui. Non, oui, je me sens récompensée avec le roman, vraiment. C'est vrai. Est-ce que pourriez nous lire un premier extrait pour ceux Oui. qui n'ont pas lu? Comme ça, ils vont évidemment être séduits. J'espère. Alors, attendez, il faut que je le... Laissez-moi une... Et d'ailleurs, on peut préciser que je crois que vous avez déclamé tout le texte, l'ensemble du texte à la Maison de la Poésie. Alors, une partie, Ouais. on a fait une lecture musicale d'1 heure à la Maison de la Poésie, et vous pouvez retrouver une captation qui est sur le YouTube de la Maison de la Poésie. Voilà. Et ça dure 1 heure. Donc, non, il n'y a pas tout le roman. Justement, Chloé a été une super éditrice. Elle m'a énormément aidée à travailler le texte pour que ça tienne en 1 heure, parce que sinon, au bout d'1 heure, c'est épuisant. Et on voulait justement, dans cette lecture, avoir toute l'histoire, avoir la vraie arche complète jusqu'à la résolution finale. Et je pense qu'on y est arrivé. Il y a pas mal de personnes qui étaient là à la lecture qui ont dit « Ah bah ça se tient, les coupes sont bien », pour ceux qui avaient lu et qui n'avaient pas l'impression de perdre tant de choses que ça. Donc oui, pour ceux que ça intéresse, il y a la captation. Et ça a été un moment très émouvant et très fort que cette lecture à la Maison de la Poésie. Je peux vous lire le premier chapitre si vous voulez. Le poulpe, ça vous va ? C'est parti, le poulpe. Le poulpe. Le poulpe crachait encore une bave mousseuse sur les rochers quand Dolores s'en saisit. Elle n'en avait pas peur. Elle le tenait fermement à la jointure de sa tête et de ses tentacules. Il devait bien mesurer 1 mètre de toute sa longueur. Doucement, le céphalopode enroulait l'un de ses 8 appendices visqueux sur le bras de Dolores. Pas un soupçon d'effroi ou de dégoût devant l'embrassade de l'animal. Elle marchait de la plage rocailleuse jusqu'au bunker de béton qui lui sert de maison. Dolores était bras nus malgré le froid de janvier, ce froid hivernal, humide et assassin des côtes galiciennes. Elle portait une légère robe à fleurs d'été parce qu'en vérité, plus aucun vêtement ne lui allait. Son ventre de femme enceinte était prêt à exploser. Une bourrasque se leva d'un coup et se mit à fouetter ses joues presque brûlées. Elle marchait les yeux mi-clos pour empêcher les grains de sable de se coller sous ses paupières lorsqu'elle passa le porche de la maison. Un rectangle de béton brut, sans aucun ornement, aucune couleur, pas la moindre velléité de beauté. La maison était seule, battue par le vent, sur ce petit vallon près de l'océan et à 1 kilomètre du village de Gateira. Comment l'homme peut-il avoir si peu d'ambition architecturale ? Au rez-de-chaussée, il y avait une grande pièce à tout faire, un dortoir à l'étage. La bâtisse avait pour seule coquetterie une cour intérieure où séchait le linge et se trouvait l'hôtel des dignes maîtresses de maison de la région. Un lavoir en pierre dans lequel Dolores battait le linge, le poulpe et son fils. Alors qu'elle se mit à asséner de gros coups de bâton sur la tête de la pieuvre, sa première contraction arriva. Elle reconnaissait ce qui se préparait à l'intérieur d'elle. C'était moins douloureux que lorsque Santiago la frappait, moins violent que lorsqu'il la pénétrait de force. Elle pria le Seigneur, la Sainte Vierge, Fatima et toute une suite de femmes martyrs dans sa tête.
Faites qu'il ne soit pas débile comme le premier, qu'il puisse partir en mer pêcher la morue, qu'il puisse me bâtir une belle maison de ses mains, qu'il me défende lorsque son père osera lever le poing sur moi. » Le poulpe agonisait. Dolores continuait son œuvre, elle le tabassait violemment. Les contractions s'accéléraient, on pouvait le deviner à la forme triangulaire que prenait le ventre de Dolores et à ses lèvres soudain pincées en un drôle de rictus. Dolores ne voulait pas hurler. Au lieu de ça, elle introduisit ses doigts dans l'animal à la recherche du trésor noir. Les yeux au ciel, seulement guidée par le toucher, elle sourit. Elle avait trouvé le magot. Avec l'index et le pouce, elle ressortit délicatement la glande nacrée et transparente contenant le délicieux jus sombre. Elle restait concentrée pour ne pas la percer, mais une nouvelle contraction la fit chanceler. La tension électrique dans son corps lui tordit les mains. La poche éclata et répandit l'encre noire sur ses doigts et ses jambes blanches. Elle hurla « Jesus !» Elle n'invoquait pas le Fils de Dieu, hein. Non, mais c'est son fils à elle. Jésus, 5 ans, sourire d'idiot et gueule d'ange. Il ramena sa fraise devant elle. Son visage était sale, mais arborait l'expression heureuse de l'enfant enfin appelé par sa mère. Elle l'envoya chercher la voisine. « Date prisa, imbécile !» Jesús se mit à courir. Pour les attendre, Dolores s'installa à l'intérieur, mit de l'eau à chauffer, défigurée par la douleur, mais sans émettre le moindre bruit, sans un gémissement. Elle se réservait pour plus tard, elle s'allongea. Jesús fit son entrée avec la vieille Clara. En silence, la voisine se mit à genoux au pied de la Mater Dolorosa qui écarta les jambes. « Ya está aquí » il est là. Jesús se glissa derrière le dos voûté de la coucheuse pour regarder. Sous les mains ridées de Clara, on pouvait voir la tête couronnée de cheveux et de poils pubiens du nouveau-né. « Empuja » pousse. Dolores expulsa d'un coup ce qui l'avait tant embarrassé ces derniers mois. « Qu'est-ce que c'est » Clara, qui tenait le nourrisson dans ses mains, inspecta son entrejambe et comprit en un instant le destin funeste qui attendait l'enfant. C'est une fille. Dolores refusa cet affront. Elle avait demandé un fils, un vrai, un fort, pas ça, pas une fille. Elle n'en voulait pas. Emmène-la chez les bonnes sœurs, il n'y a qu'elle pour vouloir des filles. De la poche de son tablier, Clara sortit un petit couteau d'office à la lame noircie et trancha le cordon. Dolores se releva sans un mot, essuya le sang sur son entrejambe comme si elle venait tout juste d'uriner, puis elle marcha avec difficulté vers l'extérieur. Elle se rendit au lavoir et là seulement se mit à vomir ses entrailles, juste à côté du poulpe mort. Jesús n'avait pas émis un son. Des larmes coulaient sur son visage et faisaient fondre la crasse sur ses joues rebondies. C'est ainsi que Clara, la voisine, prit dans ses bras la petite fille déjà bien misérable d'être née sans nom et l'emmena d'un pas rapide au couvent de Santa Catalina, réputé dans toute la région pour sa recette de flan céleste. Devant la porte, elle toqua, le bébé emmailloté dans un drap blanc comme un énorme saucisson. « Ma voisine n'en veut pas, elle n'a pas d'argent, son mari est en mer, son seul fils est tonto. » Elle tendit la fille. La bonne sœur la recueillit et décida de lui offrir un sort autrement plus charmant. En ce lendemain d'épiphanie, elle prénomma le poupon Victoria. Une première victoire sur l'enfer. Victoria, c'est ma mère. Merci, Maria. On pourrait vous écouter pendant longtemps. Vous comprenez maintenant tous pourquoi on vous a conseillé de l'écouter en intégralité à la Maison de la Poésie, parce qu'en effet, vous lisez extrêmement bien et vous incarnez totalement votre texte. Je reviens sur, puisque vous l'avez lu. Merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Vous mettez des termes étrangers tout au long du roman. J'imagine que c'était une nécessité. Il ne pouvait pas en être autrement. Oui, il fallait que la langue espagnole, elle s'imposait. Même je me suis peut-être un peu réfrénée, hein. J'aurais pu en mettre beaucoup plus. Je me suis un peu censurée. Mais non, il fallait que la langue espagnole soit là. Il fallait que ça roule. Il fallait, voilà. Après avoir lu Lydie Salvert, Pas pleurer, qui a un peu changé ma vie aussi avec son fragnol. Voilà. J'en parlais hier à une rencontre dans une librairie avec un enfant d'immigrés espagnols sur les termes, justement, comment on les change. Et notamment, lui aussi avait une mère femme de ménage. Et en espagnol, par exemple, on dit la basura pour dire la poubelle, mais un immigré espagnol en France va appeler ça la poubella. Et les bureaux où on fait le ménage ne sont plus las oficinas, mais deviennent los buros. Donc voilà, il fallait mettre un peu de cette langue-là et de ces allers-retours dans le texte, quoi.
Alors, je rebondis sur Lydia Salver, puisque il y a quand même dans ce roman, il y a deux choses. Il y a déjà beaucoup d'influences culturelles, qu'elles soient cinématographiques ou littéraires. On peut passer de Pearl Jam à Piala, à Oscar Wilde, Kubrick et Joxean Arce, que je ne connaissais pas. Euh, Est-ce qu'il y a un lien quand même avec toutes ces œuvres? Est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de résumer l'ensemble des artistes que vous citez, notamment parfois en épigraphe, parfois au détriment, enfin, au détour pardon, d'un paragraphe. Est-ce qu'il y a quand même des thématiques qui rassemblent ces artistes-là? Moi, je pense que tout est très à vif. Les paroles de Pearl Jam, c'est sur un type qui ne connaît pas son père et la femme lui dit « mais tu es encore en vie, you're still alive ». Après Piala, je parle de la grappe humaine, qui est un terme amené par le critique de cinéma Alain Bergala quand il parle de À nos amours de Piala. Je pense que c'est un cinéma très à vif, naturaliste, et qui a énormément, qui m'a énormément influencé et nourri. Et justement, sont des références de choses, comment dire, qui réveillent, quoi. On peut dire. Et la deuxième chose dont je voulais parler, c'est surtout la nostalgie. Vous mettez, alors évidemment, les moins de 30 ans, voire 40 ans, ne connaissent pas forcément, mais c'est quand même bourré de références. Il y a quand même une nostalgie, je pense, à cet anniversaire au McDo, que j'imagine beaucoup d'entre nous ont déjà vécu. Ce genre de choses, vous les décrivez extrêmement bien, sans que ça ne soit une liste, sans que ce ne soit une litanie de petits moments. Vous arrivez quand même à instiller chez le lecteur un liant à travers cette nostalgie-là. Elle vous a vraiment autant façonné que ça, elle vous a autant marqué pour qu'elle soit aussi présente? Je suis une gosse des années 80. Franchement, c'était évidemment que je suis marquée au fer rouge par Michael et Madonna, quoi. Mais justement, la pop culture, c'est quelque chose de très important pour le personnage. Et je veux dire, quand on est, voilà, dans un milieu ouvrier, simple, le premier accès qu'on a à la culture, c'est la pop musique, ce sont les soap-opéras, c'est les films d'action sur TF1. Et c'était important de parler aussi de ce versant-là. Il n'y avait pas que Desplechin et Piala, ils arrivent après, mais que l'amour de la fiction, l'amour pour les romances, l'amour pour les histoires, elle vient de cette pop culture. C'était important de montrer que c'est aussi là qu'arrive l'influence du personnage qui ensuite va faire des études de cinéma. C'est la naissance d'une artiste aussi, puisque vous partez de rien. C'est aussi un roman sur la réussite artistique, la réussite sociale. Le besoin de création, en tout cas. Le besoin de création après la réussite sociale, je ne sais pas encore, mais en tout cas sur le besoin d'exprimer quelque chose, de ne pas savoir vraiment quoi, de ne pas savoir vraiment comment, mais de trouver au fur et à mesure du roman et à la fin, c'est la compréhension, c'est que c'était le roman qu'il fallait écrire. Delphine. Traverser et tous ces essais plus ou moins fructueux. Voilà. Vous arrivez quand même à ne pas spoiler, hein. J'essaye, hein. Wouh. Vous êtes forte, vous êtes très forte. Delphine. Bonsoir Maria, Bonsoir. ravie de vous retrouver. Vous m'aviez promis d'être emportée par toute cette histoire à tiroir. Bravo, ça a fonctionné, c'était génial. Ok, merci. La question que je voulais vous poser, parce que vous entendant, vous avez parlé de la question de la place, mais je trouve que souvent avec cette question-là est associée la question de la trace. Et justement, je trouve que c'est important comment vous avez parlé des invisibles, hein, des personnes invisibles dans votre livre, et comment vous vivez, vous, de rendre visible tout ça et de laisser cette trace. Au travers du roman, vous laissez une trace finalement.
Bien sûr, bah là, c'est une trace, comme je dis souvent, avec un numéro d'ISBN, un code barre, le nom d'une maison d'édition, un nombre de pages, un grammage, une typographie, tout ce qui est très concret et qui fait que le livre est livre, est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Il y a un vrai avant-après, évidemment, parce que je la tiens dans mes mains, cette histoire, véritablement. Et je suis très émue quand je rencontre des lecteurs et des lectrices et qu'ils me parlent de Victoria, de Julian, de ce qu'ils ont aimé chez tel ou tel personnage, ou le côté voilà, un peu truculent de Josepha, ou la dureté de Dolores, pardon, ou pour d'autres personnages qu'on trouve un peu plus tard, pour ceux qui connaissent, Begonia, Ibon, Purificación, l'émotion que ces personnages-là peuvent susciter, c'est très, ça me rend très heureuse de voir qu'ils sont aimés et pas que de moi. Merci. Merci. Hasard du calendrier, nous avons reçu Muriel Zac récemment qui parlait des Crétois, et une semaine après, Alexandra Koselik qui parlait des Ukrainiens, deux peuples extrêmement résistants, extrêmement fiers aussi. Et hasard du calendrier, aujourd'hui, c'est les Basques, ce sont les Basques. Et pour le coup, les citoyens de Bilbao notamment, et ça fera peut-être le lien ensuite sur la prochaine question sur ce titre-là qui est frappant, qui aurait pu d'ailleurs s'appeler Tous les chemins mènent à Bilbao, hein, clairement. Mais justement, les TGV. comment? Tous les TGV. Oui, c'est ça. Justement, par rapport à ça, ce peuple-là, il est présent dans votre roman, et j'aimerais que vous nous en parliez, parce que vous avez un accent particulièrement bon, hein, quand on l'a entendu forcément. J'aimerais que vous nous parliez de ce peuple-là, de ces Basques, et notamment à Bilbao, qui est une ville très particulière, qui n'a peut-être pas d'égal dans le monde, à travers ses frontières, à travers son peuple aussi, extrêmement peu ouvert sur l'étranger, on va dire ça ainsi aussi. Je pense notamment à l'Athletic Bilbao qui accepte, je sais que vous êtes une supportrice, qui accepte peu de joueurs qui ne sont pas nés à Bilbao. Donc j'aimerais que vous nous parliez de cette ville-là notamment. Alors, le titre « Les gens de Bilbao naissent où ils veulent » est un dicton. Los de Bilbao nacen donde les da la gana, qui justement est un dicton espagnol sur la fierté et l'orgueil des gens de Bilbao, pour justement énormément insister sur le fait qu'ils sont nés à Bilbao et qu'ils ont le claironné comme ça. Et c'était important, en tout cas pour moi, que Bilbao est un personnage à part entière du roman, en tout cas, le Bilbao des années 40, 50, puis 70, qui est un Bilbao que j'ai recréé, et ensuite le Bilbao que j'ai connu pendant mon enfance, et le Bilbao des années 2000 de Guggenheim. Et c'est une ville qui n'était pas très sexy quand j'étais plus jeune. Quand je disais que je venais de Bilbao, personne ne pouvait la situer sur une carte, sauf, je pense, mes amis portugais ou marocains qui, eux, passaient par Bilbao pour partir en vacances comme moi. Sauf que moi, je m'arrêtais là et eux continuaient leur trajet pour les vacances d'été. Mais à part eux, personne ne connaissait Bilbao jusqu'à ce qu'il y ait eu le Guggenheim. Très, très peu de gens connaissaient. Et je dis ça, c'est une ville du Sud pour nous, en France, mais c'est un Sud qui est un Nord. C'est une ville qui me ferait penser à Manchester ou à Lille. Voilà, des villes où la métallurgie a été reine, avec les hauts fourneaux, et qui a pris extrêmement cher pendant les années 80, où voilà, la métallurgie s'est effondrée, et où il y a eu énormément d'actions terroristes aussi à Bilbao, et beaucoup d'héroïne. La drogue a été très, très présente dans la ville. La ville avait été saccagée par l'héros. Et c'est ce Bilbao que moi, j'ai connu enfant. Et pourtant, avec un père qui insistait beaucoup pour que je sois fière d'être née à Bilbao, qui me faisait visiter Bilbao, qui voulait que ce soit inscrit en moi. Et quelque part, aujourd'hui, je me rends compte qu'il a été très, très habile, parce que c'est carrément le titre de mon roman.
Et j'en fais 220 pages de cette ville, de Bilbao, et de ce peuple dont il était si fier d'appartenir aux Basques et aux gens de Bilbao. Et je pense que, oui, j'ai voulu, à travers le personnage de Julián, voilà, faire un vrai portrait robot du natif de Bilbao qui est fier et qui, même en étant immigré à Paris, porte un béret chaque jour pour signifier physiquement d'où il vient. Voilà. C'est très réussi. Maïssa? Maïssa, tu nous entends? Oui, est-ce que Oui, vous m'entendez bien? c'est bon, parfait. Là, bonsoir tout le monde, c'est Maïssa. Je suis étudiante en deuxième année master littérature générale et comparée. Enfin, je viens de l'Algérie. Quoi vous dire? Laissez-moi vous dire au début que votre passage à la grande librairie était marquant pour moi, pour la jeune fille de 22 ans qui ne cesse de poser des questions sur l'autre, sur sa place dans un pays d'accueil et en même temps sur cette altérité, sur l'acceptation de l'autre et surtout le travail que vous avez fait sur ce qu'on appelle le paratexte et plus précisément sur le titre où on trouve que la façon avec laquelle vous avez écrit le titre sur la première de couverture a attiré mon attention parce que il y a cette quête, on a l'impression qu'il y a, je ne sais pas, une quête à la recherche de soi. La question que je me pose aujourd'hui, chère écrivaine, c'est bien quel est le pouvoir de la littérature aujourd'hui dans ce monde où on rejette l'autre, on essaye de lui dire que finalement, sa façon de l'être n'est pas acceptée, n'est nulle à sa place que dans son pays d'origine. Merci d'avance. Merci à vous, merci beaucoup. En tout cas, pour moi, la littérature m'aide à comprendre l'autre. En tout cas, m'aide à le découvrir, m'aide à élaborer ma pensée vers l'autre. Moi, après, je ne sais pas en général, mais pour moi, c'est ça. La littérature m'aide à connaître, comprendre et envisager l'autre comme un proche. Parce que combien de livres et sur des histoires si éloignées de nous ont l'air de parler du plus intime. Je pense à Simone de Beauvoir qui parlait d'un texte de Violette Leduc et qui disait quiconque parle du plus profond de sa solitude nous parle de nous. Et je pense que c'est en découvrant la solitude de l'autre dans la littérature, parce que c'est une affaire de solitude, la littérature. Dès le départ, on est tout seul face à son texte. Et c'est en découvrant ces solitudes qu'on se rend compte qu'elles sont similaires et qu'en fait, on n'est pas si éloigné. Voilà, c'est bien dit. Tout à l'heure, quand on parlait cinéma, j'aimerais savoir quand même une petite confidence. Sait-on jamais, si jamais le film ressort potentiellement, on sait que à quel point c'est difficile de faire un film. Aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher, on connaît toutes les difficultés. Mais si jamais le film est à nouveau évoqué, j'imagine que le roman va permettre peut-être aussi d'attirer peut-être de nouveaux producteurs ou en tout cas de développer peut-être un budget potentiel sur le livre. Est-ce que vous aviez déjà pensé à des acteurs pour incarner le rôle? Et si oui, à qui avez-vous déjà pensé? Alors, il y avait un casting espagnol pour le film qui ne s'est pas fait. Donc, je peux vous parler de ça parce que là, je ne pourrais pas imaginer d'autres acteurs, mais en tout cas, il y avait un acteur espagnol pour le rôle de Julián qui s'appelle Antonio de la Torre, qui est une immense star en Espagne et qui avait accepté de jouer le rôle. J'avais eu beaucoup de chance, ça a été une rencontre incroyable avec cette personne. Et le rôle de Victoria, c'était Carmen Machi, qui est aussi une actrice extrêmement populaire en Espagne. Et voilà. Voilà les noms que je peux vous donner. Là, s'il fallait que j'imagine un casting, je ne sais pas, il faudrait tout recommencer. C'est comme le scénario. Si là, il fallait réadapter le roman en scénario, il faudrait de nouveau rebattre les cartes, quoi, sur le casting de Julián, de Victoria, de Maria, de Josefa, de Dolores. Mais je pense que c'est des bons personnages à interpréter quand même. Et pour vous, est-ce que vous aviez pensé à quelqu'un qui pourrait
vous représentez à travers le film? Le court-métrage, ça avait été Anna Girardot qui jouait mon double. Dans les 2 scènes que j'avais tournées, c'était Anna Girardot à l'époque, parce qu'elle est d'origine espagnole par sa mère, Isabelle Otero, la comédienne. Voilà. Le grand-père d'Anna était un peintre espagnol. On va croiser les doigts pour que potentiellement ça se fasse un jour, parce que j'imagine que c'est aussi vous êtes partagé entre cinéma et littérature, mais votre premier amour est, j'imagine, le cinéma. Et ce serait un aboutissement merveilleux, j'imagine, pour vous et pour les spectateurs aussi, puisque ce serait vraiment particulier d'avoir autant d'incarnations dans une ville qu'on ne voit jamais au cinéma, ou en tout cas de manière en tout cas très peu. Je n'ai pas souvenir d'un film à Bilbao. Vous avez vous en savez sûrement plus. Quelques séries. Comment? Quelques séries. Ah non, d'ailleurs, je dis quelques séries, et il y a Siri qui se déclenche. Ça me fait peur. Ouais. Je ne sais plus ce que je disais, mais Ah oui, donc l'adaptation. On verra pour l'instant. Évidemment, j'ai eu des propositions. On s'est rapproché de moi pour ça, mais je verrai après les fêtes. J'avais envie que justement le cinéma ne vienne pas tout de suite vampiriser le roman et prendre le temps de vivre la vie du livre, de rencontrer justement les lecteurs, de faire les rencontres en librairie, de faire la rencontre avec vous, de voir ce que ça donne, que ce partage que je ne connaissais pas. Voilà, c'est la première fois, c'est un premier roman, c'est des premières rencontres. Et voilà, pour moi, c'est important de vivre ce moment-là, sans tout de suite, justement, penser adaptation, scénario, casting, machin, de vivre ces personnages-là tels que vous les vivez, tels que vous les voyez. je pense que vous avez eu raison, en effet, de laisser la place à ce roman sans parler du cinéma. J'aimerais savoir également s'il est question d'une adaptation, d'une traduction en Espagne. Oui. Oui. Ah. Oui, j'ai beaucoup de chance. Il y a une maison d'édition espagnole qui a acquis les droits, qui s'appelle Alianza. Et donc, dans quelques temps, le livre sortira en Espagne. Je n'ai pas encore la date, mais ça met toujours une année au moins après la sortie dans le pays d'origine. Donc, voilà. Très bonne nouvelle. Est-ce que d'ailleurs ce roman-là, est-ce qu'il a été lu par vos proches? Évidemment, mais comment il a été perçu? J'imagine que vous aviez déjà partagé cette histoire avec vos proches depuis longtemps, c'est une évidence, mais quel impact il a eu? En tout cas, le fait qu'il soit public, puisque la problématique est davantage là, le fait qu'il soit diffusé, est-ce qu'il y a eu un impact positif ou négatif, ou en tout cas, y a-t-il eu un impact à la publication de ce livre? Je suis très soutenue. Je suis extrêmement soutenue par mon entourage, par mes amis, par ma famille sur le livre. J'ai demandé des autorisations pour les gens qui étaient encore en vie. Pour les gens décédés, pas d'autorisation. Et j'ai fait quand même attention avec des initiales. J'ai essayé de brouiller certaines pistes pour protéger certaines personnes. Et sur les retours de lecture, je vous dis de façon assez surprenante, tout est très bienveillant. Il n'y a pas de procès, quoi, pour l'instant. Voilà. C'est pas forcément surprenant, c'est que peut-être la qualité du livre est évidente. Donc c'est peut-être aussi pour ça, même si vous êtes très modeste. Oui. Oui. Et si on parlait de l'avenir, puisque vous êtes ballotté entre cinéma et roman, j'ai vu qu'au cinéma, depuis déjà quelques années, vous n'aviez pas fait de court ou long métrage, il me semble. Comment vous allez vous organiser après ce succès-là, de ce premier roman-là? Est-ce que ça vous a donné de l'appétit en littérature? Est-ce que... Eh oui, eh oui. Ou au contraire, est-ce que le cinéma va reprendre ses droits? Est-ce que vous allez pouvoir cumuler les deux? Comment vous allez vous organiser par rapport à l'avenir artistique que vous allez nous proposer? Alors, en fait, j'étais déjà en train d'écrire un autre scénario qui est en développement dans une autre boîte de production ces dernières années. Et je continue à travailler dessus. Là, je travaillais encore sur un autre scénario d'adaptation on m'a passé commande. Mais j'ai aussi démarré les bases d'un nouveau manuscrit. J'ai évidemment envie d'écrire un nouveau roman. C'était un bonheur que je ne veux pas me refuser. J'ai envie de ressentir cette sensation-là.
Donc je vais le faire. On va voir si ça avance de concert, si je peux lier les deux. L'avenir nous le dira. Je vais essayer. Et alors, on sait que les premiers romans sont souvent tissés avec un tissu familial, un tissu personnel intime. Est-ce qu'il y aura encore sur le deuxième roman, est-ce qu'il y aura, ou peut-être que ce n'est pas un roman potentiellement, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, on reste sur la partie littéraire. Mais est-ce qu'il y aura une invention totale? Est-ce que vous allez vous mettre entre guillemets en danger sur le deuxième, ou au contraire conserver cette part d'intimité, cette histoire, puisque vous avez quand même un passé et une histoire familiale qui mérite d'être racontée, c'est le moins qu'on puisse dire. Je peux en avoir encore sous Oui, le pied, je pense, mais non, là, j'ai envie de m'amuser avec quelque chose de fictionnel à gogo, mais on va voir. Enfin, franchement, c'est les débuts, donc j'attends de voir, mais je ne vais pas écrire Les gens de Bilbao 2 tout de suite. Non, je ne pense pas. D'ailleurs, est-ce que le titre faisait référence aux gens de Dublin de James Joyce? Oui, bien joué. Joyce, je vais le dire, je vais réussir à le dire. Oui. Bien joué. Oui. En fait, quand je le traduis, ça aurait pu être ceux de Bilbao. Los de Bilbao, ceux de Bilbao, mais évidemment, Dubliners, traduit en français, ça devient les gens de Dublin. Donc, j'avais très envie d'être sous la protection de Saint James Joyce, en écrivant les gens de Bilbao. Pardon. Et d'ailleurs, j'étais surpris que le titre ait changé, puisque la fiction, pardon, pas la fiction, si, la fiction radio s'appelait J'ai Midinette. jeté le scénario. Comment? J'ai jeté le scénario, j'ai jeté le titre. Eh oui, d'accord. Et Midinette, ça venait d'où alors? C'était une scorie d'autre chose. C'était un titre que tous les producteurs trouvaient très séduisant, donc on l'avait gardé alors qu'il faisait plus beaucoup de sens. C'est vraiment ça le problème, c'est le cinéma. Trop de compromis, trop d'intervenants qui fait qu'on peut vraiment perdre très rapidement la sève et l'originalité et l'authenticité d'un projet. Donc le titre a évidemment est passé à la trappe direct, quoi. Ok, vous êtes violente quand vous décidez d'arrêter quelque chose. Hein. On déchire tout et c'est très Bilbao. C'est très Bilbao, 100% Bilbao. Et comme un autre petit dicton, mais je crois qu'il était un peu inventé par mon père, disait la rea, c'est en basque, ça signifierait mauvaise herbe. Alors normalement, en fait, ça veut dire la prairie, la lande, mais lui disait la rea es la mala hierba y la mala hierba nunca muere. La rea, ça veut dire mauvaise herbe, et la mauvaise herbe ne meurt jamais. très beau. Et donc, dans le roman, vous dites aussi sur ce nom, sur l'AREA, qui est le pont entre le cinéma, puisque votre compte Instagram, par exemple, s'appelle La Réal, la réalisatrice, la Réal. C'est quand même un signe du destin qui vous a forcément... alors, je ne sais pas si c'est le déclencheur, mais en tout cas, ça vous a poussé à aller dans le cinéma. Je le comprends une fois que j'ai fait du cinéma, une fois que j'ai fait mes études. Je comprends que le nom dit quelque chose. C'est là où ça me saute aux yeux. Je suis genre, waouh! Mais j'ai mis du temps avant de voir ce que ça signifiait. Jacques Lacan. Spéciale dédicace. Voilà. Et si on terminait cette rencontre par un dernier extrait, un deuxième extrait? Ok, ah oui. Alors attendez, je vais le chercher. Et si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, avant que Maria Larrea n'ait le prix Goncourt l'année prochaine. Alors, je suis née de l'ombre d'une femme. On pourra dire de moi que je suis une bâtarde. Je suis née de l'ombre d'une femme, son secret bien gardé par une suture habile. Ma mère s'est confessée, je suis la mère de la femme dans l'ombre. Elle m'a désignée et elle a dit c'est elle et elle est là. Elle a reconnu le fruit pourri au pied de l'arbre généalogique. Du tronc imposant, il est resté une minuscule écharde. Elle s'est glissée sous l'ongle de l'index de ma main droite, le doigt qui tape le plus sur le clavier de mon ordinateur. Un infime éclat de bois glissé entre la matrice de la griffe et la peau fine. Cette subtile douleur me signifie que je suis là et que j'existe dans ce demi-monde. Je veux porter ma chevalière effacée, reprendre conscience de mon existence.
J'inventerai mon histoire car les gens de Bilbao naissent où ils veulent, dit le dicton. Ils soulèvent des pierres, ils tronçonnent des arbres, ils sont plus forts que les actes de naissance, les Basques. Je serai ce que je veux devenir, je serai romanesque, je serai ce que j'écris, j'écrirai ce que j'étais. Dans ma nuit blanche, je me droguerai et je verrai mon futur. Je prendrai dans mes bras la femme qui me fit naître de l'ombre et lui pardonnerai ma nuit noire. Grâce à mes recherches minutieuses, historienne du vide, je signerai la biographie de référence sur ma non-vie, sur mes possibles existences et mon royaume fracturé. Avant la fin, je serai couronnée, la bouche pleine de brioche, j'étoufferai. Mes oreilles saigneront des acouphènes du succès. Je serai reine, moi la femme née de l'ombre. Les étoiles scintilleront et je ne disparaîtrai pas. Merci. Merci, Maria. J'avais quand même une dernière question par rapport… Alors, je sais, elle va être terrible pour vous puisque vous allez devoir faire un choix, mais j'aimerais savoir, parce que vos personnages sont extrêmement incarnés, j'aimerais savoir lequel, avec quel personnage vous avez le plus vibré. Alors, évidemment, vous n'allez pas me répondre que c'est le personnage de Maria, j'imagine. Ah non, c'était le plus dur. Eh oui, eh oui. Mais est-ce qu'il y a un personnage qui vous a senti, comment dire, vous a permis de vous sentir davantage vivante, davantage, peut-être que ça a déclenché chez vous quelque chose de j'ai du mal à l'exprimer, mais en tout cas, est-ce qu'il y a un personnage qui illumine, entre guillemets, votre roman? Est-ce qu'il y en a un que vous retenez plus que les autres? Victoria. Et pour quelle raison? Victoria. Et d'ailleurs, elle est l'ouverture, elle est la naissance, elle est la première, elle est l'apparition. Je pense que c'est comme le Christ qui s'est offert aux autres. Il y a quelque chose comme ça de ce personnage que j'ai aimé revisiter, que j'ai aimé décrire, que j'ai aimé faire vibrer justement dans les pages et donner à voir la beauté de cet être à travers les pages. Vraiment, Victoria, ouais. Et j'ai manqué à tous mes devoirs, on va faire la photo de groupe, évidemment. Ah, Eh oui, photo de groupe obligatoire, voilà. 3, 2, 1, préparez-vous. C'est bon, parfait, c'est bon. merci. Hey, trop Merci. bien. On peut en faire une où on fait des grimaces, sinon c'est pas drôle. Allez, d'accord, allez, c'est parti. 1, 2, c'est prêt? Attendez, voilà, c'est bon, parfait. Allez, on y va. Grimace, sinon c'est pas drôle. 3, 2, 1. On verra ce que ça donne tout à l'heure. C'est cool. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, non, mais vous avez raison, Elle était parfaite. Génial. Merci d'avoir joué le jeu. Tout le temps, aucun problème. Merci Maria, merci infiniment. J'espère que tout sera encore plus beau que le roman pour le coup, pour la suite. J'espère. Merci. Vous le méritez en tout cas avec cette plume, avec ce style et cette nouvelle voix on a tant besoin de nouvelles voix puisque la littérature est souvent, parfois, elle est souvent uniforme. On voit souvent les mêmes choses et là pour le coup, vous êtes arrivé à créer quelque chose de singulier et c'est à louer évidemment. Et c'est pas pour rien que vous avez ce succès-là. Donc, bravo Maria. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Salut. Merci Anthony, merci Maria. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci à vous tous. Salut. Salut.